Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Et ce soir, c'est grand soir, c'est l'heure de l'affrontement entre Raw et SmackDown. C'est l'heure des Survivor Series. Nous étions le 21 novembre à Brooklyn. Et pour m'accompagner dans cette analyse haute en couleur, j'ai avec moi Tonton. Salut Tonton. Salut El Patron, salut les marques, salut les smart, salut peuple catch-up et salut Brooklyn, New York, mon cher patron. Eh ouais. Les Nets, qu'est-ce qu'il y a à Brooklyn? Les quartiers hipster hyper chéros, voilà, la gentrification. Brooklyn, une belle salle, une salle mythique. Ouais, et puis un public chaud, traditionnellement chaud à New York en général, quoi. Donc ça, c'était déjà le point Oui. positif, en sachant que le Monday Night Raw allait suivre aussi à Brooklyn. Donc là, les New-Yorkais avaient droit à 2 soirées de catch grosses. Ouais, mais on en parlera du public qui a été vocal tout au long de ce gros événement. Donc une belle ambiance. Et avant de commencer officiellement les festivités, nous avons eu un pré-show. Tonton, est-ce que tu as été surpris comme moi par le choix du match qui était placé en Complètement. pré-show? Ah, complètement. Non, mais là, je tombe quasiment tombé de l'armoire, hein. C'est-à-dire, moi, je regarde le pré-show, à la différence de Papy et de Ringside. Mais bon, ça, c'était un tacle gratuit. Mais je t'avoue que là, alors là, franchement, là, énorme déception. Je pensais je savais même pas s'il allait y avoir un match. Et je m'étais dit, oh, ils vont peut-être coller un truc comme ça, un versus un, tu vois, un single match, quoi, un truc assez banal. Et on se retrouve avec le match de l'Intercontinental contre l'US Championship, quoi. Alors, un match qui va durer 9 minutes 30. Et bon, tu vas en reparler, mais vraiment, ouais, non, grosse surprise de trouver ce match-là dans le pré-show. Vraiment grosse surprise, quoi. Et désagréable surprise, je te cacherai pas. Aïe. Bon, heureusement que tu l'as regardé quand même, parce que du coup, tu l'as vu. Oui, quand même. Alors, c'est donc le match entre effectivement le champion US, Damien Priest, et le champion intercontinental Shinsuke Nakamura. Donc, Raw pour l'un et SmackDown pour l'autre. C'est Damien Priest, pardon, qui prend le contrôle du match très rapidement, qui empêche le japonais de construire son momentum. Le japonais, voilà, qu'on n'avait pas vu défendre son titre depuis longtemps. C'est la deuxième fois seulement qu'il défend son titre. On en avait parlé la dernière fois. Il le défend pas. Ah oui, en plus, il ne le défend pas, donc en fait, Bah oui. c'est encore pire. Oui, c'était, tu te remémorais la statistique de la dernière, de Monday Night Raw de la dernière fois. En fait, j'entendais ta voix me dire, tu sais, Nakamura, il a défendu son titre qu'une seule fois. Alors je me suis dit, ah bah voilà, ça y est, enfin. Mais non, tu as raison, Eh ben les non. titres ne sont pas en jeu. Eh non. On fait ça que pour la gloire et les beaux yeux de son show, du show, de Raw ou de SmackDown. Rick Boogs est là, il interrompt le match avec un petit riff de guitare là, hein, qui déconcentre le champion US. Nakamura en profite pour faire son retour. Il se bouffe quand même une close line par Damien Priest, suivi d'un Falcon Arrow pour un tombé de 2, un compte de 2. Ensuite, c'est au tour de Nakamura de placer un chokeslam avec un coup de genou qui s'ensuit. Mais le champion intercontinental, évite le recogning, hein, la prise de Damien Priest avec un bar. Boogs est de retour avec sa guitare. Il fait un autre magnifique riff de guitare. C'était musicalement, on était gâtés. Mais Priest ne l'entend pas de cette oreille et il explose le bel instrument de musique électrique sous nos yeux. En carton. En carton. Il lui donne un coup, je crois qu'il le tabasse hein, avec un coup de guitare, ou alors comment dire, ouais c'est ça, je crois qu'il donne un coup, je crois, à Boogs, et surtout, il attaque Nakamura avec ce qui lui reste de guitare, et il provoque une disqualification, et la victoire du japonais, le champion américain qui n'est pas content. Est-ce que tonton, toi, tu n'es toujours pas content? Oui, à l'image de Damien Priest, je ne suis pas content. Enfin, j'ai trouvé ça extrêmement décevant. Le match en lui-même aurait peut-être pu être pas mal. En fait, aurait pu tenir la route si on n'avait pas ce finish. Mais alors,
complètement moisies, enfin en tout cas que j'ai trouvé complètement moisies, sans vraiment aucun intérêt, donc vraiment une grosse déception sur ce match, alors que j'aime beaucoup Damian Priest. Bon, Nakamura, on en a fait des tartines à catch-up depuis plusieurs semaines là, donc je n'ai même pas vraiment véritablement besoin de revenir dessus. Donc vraiment, en plus pour une pauvre victoire par DQ, quoi. Enfin, je veux dire, voilà comment. Heureusement finalement que ce match était dans le kick-off, parce qu'il va échapper comme ça à mon flop à la fin du pay-per-view, parce qu'en général le flop revient quand même largement dans la main card. Mais là, franchement, ouais, ça commence mal parce que c'était, j'ai trouvé en tout cas extrêmement décevant cette confrontation. Bon, ils s'en tirent à bon compte finalement d'être placés en pré-show. Oui, c'est ça le pire. Non, mais c'est dommage parce que c'était quand même un match assez correct. C'est très grave ce que tu viens de dire. C'est très très grave. C'est très très grave, monsieur. Mais ouais, parce que c'est la vérité. Oui, voilà, un match correct qui aurait pu tout à fait effectivement avoir sa place avec le reste du show, mais voilà, on a joué le japonais et le GOAT, là, le rocker fou, ont pu aller prendre leur douche assez rapidement et rentrer à la maison tranquille, peinard, avant que le show ne commence. Ouais. Du coup, l'opener, vous allez me demander, c'était quoi l'opener? Eh ben, c'était tout simplement les filles. Eh oui, Charlotte, SmackDown, Becky, Raw, grosse affiche. On sait que l'opener, c'est un petit peu le deuxième main event. Finalement, faire l'opener d'un pay-per-view, c'est quand même pas rien. Et on est là pour soulever les foules. Et écoute, on a eu un gros match délivré par... comme l'a dit, je crois, Michael Cole durant... il dit pas que des conneries durant ses commentaires, qu'on avait là probablement deux des plus grandes stars de la WWE, et pas juste catcheuses, hein, c'était vraiment des superstars, des êtres humains à part entière. Les catcheuses sont devenus des êtres humains à part entière à la WWE. Donc un match plein de passion entre Becky Lynch et Charlotte Flair. Tellement passionné d'ailleurs ce match que on n'attend pas et ça se met sur la tronche dès que la cloche a sonné. Avec grosse animosité. Grosse animosité dès les entrées, avant même que la cloche sonne. Et alors là, quand la cloche sonne, là, comme je l'ai dit, là, ça se met sur la tronche. Je crois c'est Charlotte qui arrive et qui met un énorme coup de coude dans la tronche de Becky, qui l'a pas vu venir. Et puis alors après, ça se déboîte, ça s'emboîte, ça s'en reboîte pendant tout ce match. Becky Lynch, à un moment, envoie Charlotte Flair par-dessus la troisième corde. Et je crois dans la barricade. On se retrouve à l'intérieur, on se donne des gros coups là, de genoux, des gros coups de poing, des gros coups de pied. Une grosse close line de la part de la fille de Ric Flair. Une powerbomb pour se sortir du disarmer qui est tenté très rapidement. Becky Lynch est envoyée dans le turnbuckle là. Ça se trash talk pendant le match, comme tu l'as dit, grosse animosité. Ça s'envoie des provocations là tout le long du match. La championne d'Euro qui se relève et qui place une descente de la jambe depuis la deuxième corde sur la tête de Charlotte, mais à l'arrière, dans la nuque de Charlotte. Le match s'emballe, on commence à avoir les premiers chants This is awesome. Tu parlais de cette foule vivante de Brooklyn. Et elle s'est régalée ce soir avec ce match. Flair place une énorme semelle dans la tronche de The Man pour un compte de 2. On place des DDT, on place des slams. Mais Charlotte Flair parvient à s'en tirer, notamment en plaçant son pied sur la corde après le nouveau finish de Becky Lynch. Men Handle Slam, je crois que ça s'appelle. Espèce de rock bottom. Un Uranagi. Un Uranagi, tout simplement. Pour le lexique catchesque. Merci, tonton. On s'approche de la fin. L'action augmente, s'intensifie. On a droit à un moonsault depuis la troisième corde de Charlotte Flair. Alors, complètement passé à côté, il faut le dire, de Becky Lynch. Becky Lynch a été gentille, je pense qu'elle a mis
Ça a touché le petit doigt de Becky Lynch. Peut-être que c'est ce qu'elle visait, parce que souviens-toi qu'avant, elles étaient copines de petits doigts quand elles prenaient le thé ensemble. C'est vrai. Donc en fait, elle l'a pas botché, elle a carrément touché en plein cœur de la cible. On se retrouve entre les cordes, et cette fois-ci, à la fin, c'est bien Becky Lynch qui utilise les cordes pour s'appuyer et faire un petit roll-up quoi, hein, sur Charlotte, qui cette fois-ci, elle, la différence, c'est qu'elle ne se fait pas prendre par l'arbitre. Et c'est donc la victoire, iloute, mais la victoire quand même pour Becky Lynch. Complètement. Victoire de l'Irlandaise. Et que dire pas mal de choses en fait à dire. Déjà, pour moi, c'était le match le mieux buildé de ces Survivor Series et c'était peut-être le match que j'attendais le plus. Et c'est là où on va arriver sur sa position dans la carte parce que je pense que la carte, on pourrait en parler sur pas mal d'aspects. Mais voilà un match que j'aurais mis en main event. Je pense que ça va rejoindre un certain Papy qui avait aussi un peu ça parce qu'effectivement, on aurait pu très bien se passer de Roman Reigns et Biggie en main event et ça aurait été bien que les femmes aient droit à ce match-là, un match de 18 minutes 13 quand même, où ça s'est envoyé, mais comme jamais, le cosplay, j'aimais bien comment les filles étaient toutes les deux habillées, même Charlotte, si elle était dans une tenue finalement assez classique à la Charlotte, mais je trouvais que ça lui sied très bien. Et Becky, dans son truc, elle a fait un hommage à Britney Spears. Je sais pas si t'avais vu la référence. Oui, bah son costume en latex rouge. Hein. Ouais, dans son titre Oops, I did it. Et donc c'était ça. Et puis elle était très sexy, Becky Lynch. Je sais pas ce que t'en as pensé. Bah écoute, j'ai pas capté les références. T'as clairement les références des années 90 que tout le monde a oubliées. Ouais, voilà. Effectivement, elles étaient. Mais et donc du coup, et alors il y avait ça, et puis tout ce décorum et tout ça, toute cette ambiance du public, le fait que Becky, comme d'habitude, arrive sous une pop pas possible, et quand même trouve toujours le moyen dans le match, à un moment ou à un autre, soit elle se fait huer, et puis finalement ça revient, et les Becky repartent, donc c'est assez spectaculaire finalement pendant tout le déroulé du match, ça, Ouais. et elles se sont envoyées, et ça vraiment, c'était vraiment bien, quoi, en termes de ring, moi j'ai trouvé ça super propre, elles tentent des choses, il y a eu un petit peu parce qu'elles se sont déjà affrontées plusieurs fois, donc il faut un peu se renouveler, quoi. Et moi je trouve qu'elle y arrive. Alors la dernière petite déception sur ce match finalement, c'est gagner sur ce roll-up parce que l'arbitre voit rien, quoi. Voilà, les arbitres à la W2 de toute façon sont totalement inefficients, donc voilà, un petit roll-up, c'est un petit peu dommage, mais le combat était vraiment un très très bon combat, un des meilleurs combats féminins de l'année pour moi à la WWE. Oh oui, on peut même dire un des meilleurs combats de l'année. Pour l'instant, on peut le dire qu'il sera peut-être cité lors de nos tops et flops de fin d'année. Écoute, ouais, comme tu l'as dit, alors je trouve que c'était un excellent match, très intense. Moi, le finish m'a pas déplu, au contraire, c'est difficile, hein. C'est difficile dans ces Survivor Series de donner des victoires clean, surtout à ces Becky Lynch, Charlotte Flair. Je trouve qu'au contraire, voilà, il y a le côté un peu filou de Becky Lynch qui lui colle bien, surtout face à Charlotte. Voilà, qui est dirty player in the game là, comme son paternel. Bon, ça m'a pas chagriné. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Hein, voilà, au final, elle trichote, notre amie Becky, et Charlotte on a un sourire convenu en partant, quoi. Donc, je suis d'accord avec toi, hein, totalement d'accord avec toi. J'appuie là-dessus sur le fait que les Survivor Series, c'est un pay-per-view, c'est difficile de faire pair clean sur certains aspects, et qu'effectivement entre Becky et Charlotte, comme on veut garder absolument au firmament ces deux-là. Je suis d'accord sur ce principe qu'il n'y ait pas eu forcément un finish clean. Voilà. Bon, alors effectivement, c'est un match qu'on a déjà vu et revu. Alors elles ont essayé d'innover. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu le droit de l'intensité entre ces deux catcheuses. Et puis, comme tu l'as dit, c'est un opener, un bon opener qui aurait pu être un gros main event, hein, finalement. On en reparlera du main event. Parfois, on est là, on se souvient de quelques pay-per-view, ils ont un peu forcé en mettant les filles en main event, mais finalement, c'était pas toujours les bonnes idées. Là, ils ont peut-être loupé le coche. Hein, Bon, du coup, après cet opener, il fallait assurer. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont mettre du coup dans la foulée? Puis, c'était très simple, c'était très clair. On s'est souvenu qu'on était au Survivor Series, et Survivor Series, c'est avant tout, les Survivor Elimination Match. Et ce sont donc évidemment les hommes qui ont pris le relais dans ce 5v5 avec d'un côté la Team Raw composée
de Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Bobby Lashley et Austin Theory. Et du côté du show bleu, évidemment, on a l'Écossais Drew McIntyre, le roi Xavier Woods, Jeff Hardy, Sheamus et mon chouchou, évidemment, Happy Corbin, qui était bien content d'être là. Déjà, écoute, il y avait un peu de tout. Il y avait à boire et à manger dans ce line-up. Ça, c'est certain. Je repensais notamment, j'ai regardé la petite vidéo que tu m'as montrée, que tu as balancée sur le Discord, des Survivor Series d'il y a 5 ans, c'est ça 2016. Quand on venait de lancer, c'était l'année de lancement de Catch-Up, c'est ce que tu avais dit dans le chat. Ouais. En fait, j'avais pris sur le topic du Discord de la communauté Catch-Up, tous les liens sont dans la description, et je vous avais posé le 5 contre 5 masculin de 2016 avec la review de Catch-Up de 2016 qui allait avec. Et ben, on peut dire que c'était quand même un sacré line-up. Hein. Je regardais carrément. Je me suis rematé, alors pas le match en entier, j'ai zappé un petit peu, je me suis dit, tiens, tonton, là, il met le match en entier, qu'est-ce qu'il avait de spécial ce Survivor Series 2016 ? Et en fait, il était carrément gigantesque, il était génial ce match, avec un line-up complètement fou, il y avait que du main eventer, il n'y avait pas le petit low carder qui vient d'arriver et puis qui pique une place, non, il y avait que du main eventer, un gros match qui avait duré 1 heure, le match avait duré 1 heure, et puis c'était plein de surprises et de rebondissements. Et d'ailleurs, avec un petit point commun, c'est que en 2016, Kevin Owens, il nous avait déjà fait la même qu'en 2021, sauf qu'il ne l'avait pas fait dès le début du match. Là, il n'a pas attendu bien longtemps. Dès le début du match, Kevin Owens, qu'est-ce qu'il fait ? Il se barre. Il se barre, tonton. Est-ce que tu ne trouves pas ça honteux ? Ah mais si, non mais ça, enfin moi j'étais atterré quoi, atterré. Je te signale qu'il a fait déjà le même coup l'année dernière aussi. On en est à la 3e session avec Kevin Owens où il se bat. Alors effectivement, tu as raison de préciser qu'en 2016, c'est en cours de match. Mais il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, je crois qu'il y a un de nos Discorders qui l'a signalé d'ailleurs sur le spoiler era. Et voilà, et là il se barre au bout de 55 secondes. Lui qui est un de mes chouchous. Et que j'espérais qu'allait être un peu le ring général de cet Elimination Match, il sera resté 55 secondes, mon cher IRM. Autant te dire que déjà, ça commençait mal pour moi, cet Elimination Match. Ah, t'as dû bouffer ton chapeau, ton bonnet et ton slip. Ah ouais, non, mais là, franchement, là, vraiment, s'il y avait un scénario auquel j'avais pas prévu, c'était bien ça, quoi. Et ça a été une nouvelle déception dans ce pay-per-view, quoi. Ouais. Bah, ils ont un petit peu prêché aussi avec toutes ces éliminations, on verra un petit peu plus tard dans le déroulé. Donc Kevin Owens qui se barre parce que voilà, tout le monde lui dit que c'est un gros naze. Donc il dit si je suis un gros naze, je vais agir comme un gros naze, donc je me barre. Bon bah voilà, ça c'est fait. Donc l'action commence vraiment. Alors je vais pas faire tout le déroulé coup par coup. Moi c'est mon chouchou à moi qui s'est fait éliminer très rapidement, trop rapidement à mon goût. Parce que Baron Corbin s'est fait éliminer comme un bêta, comme un bonnet. Je parlais de manger son chapeau. Pourtant, Happy Corbin, il en a plein des beaux chapeaux. Il s'est bouffé un coup de grâce par Finn Balor. Et le pauvre Corbin, là, il n'a pas fait long feu. Éliminé par le prince démoniaque. Alors, si tu veux, c'est facile. Je peux te donner le déroulé parce que le match a duré 30 minutes. 29 minutes 56 exactement. Ah oui, la moitié il y a 3 ans. Et Happy Corbin se fait virer au bout de 7 minutes 50 de match par Finn Balor. Ah ouais. Bon, écoute... Il était là au moins, Happy Corbin. Il était là, ouais. C'est après, donc Jeff Hardy, il se fait un petit peu martyriser par la Team Rouge. Et c'est là que commence un petit peu la vraie baston. On a Bobby Lashley et McIntyre qui se retrouvent à un moment donné face à face. Avec un petit rappel de leur grosse rivalité de l'année dernière et de ce début d'année. Ensuite, le roi Xavier Woods. Alors là, Xavier Woods, on se dit, il est sur un petit nuage, là, un nuage magique. Xavier Woods, c'est le roi, il va nous faire le showman. Il va peut-être pas aller jusqu'au bout, même si certains avaient parié sur lui. Il va peut-être pas aller jusqu'au bout, mais il va nous faire une belle démonstration. En plus, Xavier Woods, c'est sa spécialité. De faire des sacrées prestations, un petit peu en mode underdog, mais une fois entre les cordes, il nous sort toujours des gros matchs. Le pauvre Xavier Woods, il va tous bouffer dans la tronche. Il va quand même nous sortir quelques moves, mais après une distraction de Seth Rollins, Bobby Lashley le place, notre bon roi,
dans le Hurt Log et Xavier Woods s'endort paisiblement. Il n'est pas roi là, c'est une princesse. Il s'endort là, telle la Belle au bois dormant, et Xavier Woods est éliminé. Coup dur là pour le roi. Ouais, coup dur, éliminé au bout de 13 minutes 25. Aïe aïe aïe. La baston entre McIntyre et Bobby Lashley, qui est un fil rouge, ou fil rouge et bleu en l'occurrence, de ce match, eh ben, elle va continuer à travers autour du ring. Ça se balance des gros coups dans la tronche, mais les deux hommes vont finalement se faire éliminer par des comptes à l'extérieur. Et ouais, compte de 10. Et donc on a l'Écossais Bobby Lashley qui se font éliminer piètement, là, tout bêtement. Drew McIntyre tente de retourner sur le ring, mais c'est trop tard et les deux hommes sont éliminés. Et là, c'est encore la grosse déception pour Tonton. Bah oui, parce que surtout que dans les pronos, si vous avez écouté les amis, la review de SmackDown, dans les pronos Survivor Series, j'avais donné Bobby Lashley, moi, comme solo Survivor, donc, donc j'étais assez déçu. Ouais. Ouais, ils se font éliminer ensemble. Au bout de 16 minutes 35, ils sortent à mi-match, quoi. Et un petit peu plus de la mi-match. Et voilà, Bobby Lashley, pour moi, fait une forte impression pendant tout son passage. J'aurais aimé qu'il reste un peu plus longtemps. J'aurais aimé avoir un peu plus d'interaction entre Bobby Lashley et Sheamus, en fait. Mais c'est surtout, ça s'est orienté sur la rivalité ancienne entre Drew et Bobby. Bon, bah voilà, écoute, c'est le choix qu'ils ont fait. Voilà, mais on en reparlera à la fin parce que le vainqueur, c'est assez drôle parce qu'il a été donné absolument par personne. Ouais, donc bon, voilà, les deux Golgoths se sont quand même mis des grosses patates, voilà, des grosses clotheslines par-dessus la barricade. Ils ont eu leurs quelques minutes de grosse baston. Ils se sont annihilés en fait. Oui, voilà, c'était l'histoire. Exactement. Ouais, c'était ça. Donc c'était plutôt logique, c'était plutôt pas mal foutu, j'ai trouvé. Même si, j'avouais que Bobby Nator, il gagne ce Survivor Series, mais c'est pas grave. Là, il y a eu une petite séquence, tonton, que j'ai adoré. C'est que Drew McIntyre, il est déçu, il est énervé, même il est énervé. Et il regarde Bobby Lashley, je crois, partir sous le Titantron. Il a du mal encore à percuter qu'il vient de se faire éliminer, l'Écossais. Et qui c'est qui derrière qui fait le con qui vient le provoquer? C'est Seth Rollins qui fait l'idiot et qui lui fait oh, t'es éliminé, va-t'en. Et là, l'Écossais se retourne à peine et il lui place un énorme baiser de Glasgow, le Glasgow Kiss, donc un gros coup de boule tout simplement dans la tronche. Et l'autre, il se fait descendre. C'est instantané. Hein. Là, c'est au revoir. Ça permet à Seth Rollins d'aller faire la sieste pendant quelques minutes. Oui, un petit dodo, au dodo. Voilà. Allez, go to sleep. Sheamus tente d'en profiter, c'est lui un petit peu qui prend le relais là, il affronte Finn Balor, donc on a baston d'Irlandais entre les cordes, Finn Balor qui tente le coup de grâce mais ça ne passe pas, au contraire c'est Sheamus qui lui place un énorme Brogue Kick sur le Prince Démon et qui élimine Finn Balor, le démon qui rentre chez lui, à la niche, le démon. Comme d'habitude dans les matchs où il y a beaucoup de catcheurs et que Baylor est présent, Baylor ne gagne jamais les matchs collectifs, les ladder matchs, tout ça. Il ne gagne jamais dans ces matchs-là. Donc de toute façon, pour Finn Baylor, je n'avais aucun espoir. Donc écoute, c'était le pauvre Finn Baylor. Face à un Sheamus en plus qui est en mode bulldozer cette année. Donc il se fera sortir au bout de 19 minutes 30, il aura fait. Mais Sheamus m'a fait une forte impression encore. Parce que effectivement, il élimine Finn Balor, mais il a déjà plusieurs passages en fait dans le ring dès le début. Et à chaque fois, ça percute, à chaque fois, ça envoie du pâté. Et il est bon cet Irlandais, on va le regretter le jour où il partira à la retraite. Mais ça va, il a encore des belles années devant lui. Ouais, il est entré plusieurs fois. Il y a vraiment un tag qui m'a fait plaisir entre Drew McIntyre et Sheamus. Oui. J'ai tellement envie de les voir en équipe, les deux là. Ce serait super. C'était vraiment. Tu l'as dit, Sheamus, grosse année, presque une année, peut-être quasiment dans l'angle mort de la WWE. Sheamus, le mec qui a été là toute l'année et là lui qui est arrivé en dernier finalement, qui a rejoint cette équipe en dernier. Là, il nous délivre, la marchandise. Il en profite au passage pour ajouter une petite élimination à son compteur. C'est Sheamus et Jeff Hardy qui travaillent ensemble pour le match. À ce moment-là, on est à 2 contre 2. Il reste d'un côté Sheamus et Jeff Hardy et de l'autre Seth Rollins et Austin Theory.
Mais justement, Austin Theory, il en profite pour faire un petit roll-up sur l'Irlandais et pour l'éliminer. Pour éliminer l'Irlandais qui n'est pas content et du coup qui lui donne une énorme patate à Austin Theory qui faisait son petit... qui voulait prendre un petit selfie en lui demandant de partir. Mais la bascule va se faire un petit peu plus tard, puisque alors qu'il est éliminé, Sheamus attaque Jeff Hardy. Et ouais, qui lui dit que c'est de sa faute. Quand j'avais besoin de toi, t'étais pas là, Jeff. Je sais pas, tu faisais encore un roupillon. Et du coup, Jeff Hardy est sonné par son copain qui s'en va. C'est ouais. Over and over and over again. Ah bah Sheamus, Jeff Hardy, j'ai l'impression que c'était hier. Ouais. Mais c'était hier. Ouais, c'était presque ça, ouais. Ah non, c'est fou, c'est incroyable. C'est reparti pour un petit tour de manège entre Sheamus et Jeff Hardy. Ils ne se quittent pas, même si Jeff Hardy il a quand même annoncé sur les réseaux sociaux, dans différents podcasts, etc., que lui, son adversaire de rêve en ce moment, ça serait Edge. Ça ferait plaisir à Géliel, ça. Ouh la vache, ouais, d'accord. Il veut mettre over un petit jeune. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Bon bah voilà que du coup Jeff Hardy se retrouve seul face à Austin Theory et à Seth Rollins. Rollins donc qui arrive, qui en profite, Frog Splash pour le compte de 2, Swanton Bomb sur Theory pour l'élimination. Il ne reste donc plus que Jeff Hardy et Seth Rollins. Alors là tu te dis mais qui a bien pu pronostiquer ce final? L'ancien champion du monde, enfin ils sont tous les anciens champions du monde, le encore plus ancien, le très ancien champion du monde, Jeff Hardy, qui a, bénéficié d'une pop phénoménale lors de ce match et en particulier lors de ce dernier affrontement. Il avait Brooklyn dans sa main là, Jeff Hardy. Ah ouais, non mais l'overness de Jeff Hardy, c'était fou. Hein. Il a toujours été populaire, etc. Mais je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais à New York, là, mais ils sont dingues de Jeff Hardy, quoi. Et vraiment, il a eu droit à une pop spectaculaire, hein, tellement spectaculaire que ça en est même réussi à me faire douter sur l'issue du match. Et je me suis dit, c'est pas possible, il va s'en sortir, le Jeff. Et il va gagner ses Survivor Series. Alors là, ça aurait été un sacré coup de tonnerre. Ouais, tu as raison de le préciser, moi aussi. Toi, comme quoi, quand une bonne foule fait bien son travail, il était tellement porté par le public que la possibilité d'un Jeff Hardy qui gagne les Survivor Series en 2021, tu dis, bah attends, ils vont vraiment le faire, ils vont vraiment y aller. Malheureusement pour Jeff, ça s'arrête là, puisque après une passe d'armes avec Seth Rollins, il va devoir abandonner, ou plutôt il va devoir se faire custom par Seth Rollins, qui va donc remporter la victoire et le Sole Survivor 2021 masculin. Seth Rollins remporte les Survivor Series édition 2021, mon bon tonton. Il continue à se monter un palmarès, mais monstrueux. Parce que Seth Rollins, c'est vraiment quand même complètement hallucinant. Voilà le voilà devenu maintenant solo Survivor. Je crois que c'était ce qui manquait peut-être à son palmarès d'ailleurs. Il ne l'avait pas encore été, donc vraiment, non, gros match. Un main eventer qui remporte ce Survivor Series, bah écoute, ça me paraît assez logique finalement sur le déroulé du match et tout ça. Et puis ce qui était pas mal, c'est que dans ce match, il y en a eu plusieurs qui auraient mérité. À un moment, on aurait pu croire à Sheamus, on a pu croire fort à Jeff Hardy. Moi, je croyais fort à Bobby Lashley, par exemple, et à Kevin Owens, malgré ses 55 secondes. Mais donc, au final, le match était plutôt pas mal. C'était plutôt sympa. C'était pas fou, mais c'était plutôt sympa. Même si, voilà, moi je le dis, hein, j'ai eu en travers de la gorge l'absence de Kevin Owens pendant tout le match, et du coup, j'ai beaucoup moins apprécié l'affaire. Mais je trouve le vainqueur assez logique. Et d'ailleurs, je m'en veux de le trouver assez logique parce que quand je vois les pronos de la communauté catch-up et de moi-même, je me dis merde, on est tous passés à côté de Seth Rollins. Et alors que finalement, ça se voyait peut-être comme le nez au milieu de la figure. Mais voilà, ils nous ont livré. Pour moi, ils ont délivré la marchandise. C'était pas loin d'être l'un des plus grands Elimination Tag Team match de l'histoire. Mais en termes de in-ring, ça a été plutôt sympa et un beau line-up malgré tout, en particulier du côté de la Team Raw, à mon avis.
Ouais. Bon, en fait, j'ai quand même le sentiment. Alors, c'est un peu tronqué, je sais pas, un petit peu, pardon, par le fait d'avoir revu l'édition 2016 qui faisait le double. En fait, tout a l'air plus gros, plus important, plus incroyable quand tu regardes, quand tu compares ce match-là bah, par exemple, à l'édition de 2016 et d'autres éditions avec des gros Ouais. Survivor Series match. Je trouvais qu'il y avait, c'est vrai qu'il y avait presque, ça manquait un petit peu de, comment on pourrait dire. Il y avait des main eventers dans ce match, mais ça sentait pas trop le main event, toi. Ça manquait de grands, pas de spectacle, mais de grandiose, toi. On n'était pas, on Je suis n'était pas d'accord, dans hein. un grand match. On était dans un solide, quoi. Une demi-heure, mais presque trop sage. Presque trop sage, j'ai trouvé. Hormis vraiment la fin un peu surprenante, les deux derniers, en particulier Jeff Hardy, presque un petit peu trop sage. J'aurais aimé un petit peu plus, voilà, un peu plus de temps qui soit accordé et puis un peu plus d'histoire. Voilà, des moments un peu plus chocs, toi. Il n'y a pas eu de grands moments très chocs dans ce match. On en a parlé avec Géliel pendant SmackDown. C'était le fait aussi que cet Elimination Match cette année, par exemple, il n'y avait pas d'enjeu énorme dans le sens. Non. Il n'y avait pas, tu vois, on parlait d'Elimination Match où, par exemple, il y avait le team, le capitaine de la team, c'était le champion de la brand, tu vois. On évoquait par exemple 2016. 2016, c'était assez marrant puisque c'était Becky et Charlotte qui menaient les teams féminines Ouais. et qui étaient toutes les deux championnes respectives de leur brand, tu vois, quoi. Donc ça manquait de sel, quoi, tout ça. Et finalement, là, c'est vraiment un solo Survivor pour la gloire, j'ai envie de dire. Ça mène pas à grand chose. Et c'est pour ça, ça me manquait, ouais, ça manquait clairement de sel. Et puis, ça manquait d'un build-up conséquent. Et ça, j'en reparlerai, moi, à la fin pour le top flop note. Ouais, je pense que c'est surtout ça qui fait que ça se paye au final. On est dans Oui, eh oui, eh un oui. match solide, mais ouais, comme tu dis, sans sel, sans enjeu. Juste ouais, pour la gloire. Pour la petite, voilà, la petite accolade ajoutée dans le pédigré déjà bien fort de Seth Rollins. Plaisir Allez, in ring. Et puis le plaisir in ring quand même, parce que oui, oui. les mecs se sont donnés et le match était agréable à suivre. Ouais, on a eu des belles choses. On a parlé de Ouais. Sheamus qui revient et qui fait pas le déplacement pour rien. Voilà. Mais toi, Chez, même. chez, chez Ouais. Mus, il manquerait peut-être presque pas grand-chose pour passer face, là, je crois. Ah bah, le mec, il part. Alors, c'est dommage parce qu'à la fin, il attaque Jeff Hardy, donc il a Ouais, pas voilà, très ouais. envie, visiblement. Ah non, non, il a pas envie, lui. Mais... Mais c'est ce que je me disais en fait. Ah oui, c'est ça, je me suis fait la réflexion, je me souviens maintenant. Pendant le match, j'ai dit, putain, ils ont. Quel beau boulot là. Ils font là. Chez Mus, ils ont fait tout un boulot pendant ce match. Lui, en tout cas, enfin, toi, un boulot pour vraiment le construire un top babyface. Et paf, il attaque Jeff Hardy, il casse tout. Ouais, Je dis, mec. Mais c'est aussi la force de Sheamus, c'est la force de ces mecs-là qui peuvent faire ce qu'ils veulent en fait avec la foule. Ils ont tellement d'intensité ouais. Ouais. que ils retournent la foule comme ils veulent. Et là, s'il a pas envie d'être babyface, bah, il fait un bro kick à Jeff Hardy et c'est bon, il est plus babyface. C'est assez simple finalement quand on est Sheamus, la vie. Ah, bon, écoute, l'excitation a dû remonter d'un coup là, avec le match qui a suivi. Ouais. C'est une Battle Royale, c'est toujours sympa, Alors, une Battle Royale, normalement. puis pas n'importe laquelle, puisqu'ils étaient 25 Et dans cette ouais. bataille royale. Et pourquoi elles étaient 25, mon bon tonton? Pourquoi ils étaient 25? Ah bah alors là, je t'avoue que j'en ai aucune idée. On célébrait quoi? Ah oui, excuse-moi, mais ouais, fou, j'étais perdu, moi. Mais oui, mais Qu'est-ce bien qu'on sûr, oui. célébrait On, dans ces on Survivor fêtait, Series on 2021? fêtait les 25 ans des débuts du rock au Survivor Series, et qui a été d'ailleurs un peu le fil rouge de toute la soirée. En même temps, on faisait la promotion de Red Notice, Oh là là là. le film produit sur Netflix avec The Rock, enfin Dwayne Johnson. Et donc effectivement, c'était un peu sa soirée. Et d'ailleurs, la WWE s'en est servi comme fil rouge dès le début de la soirée, hein, dès le kick-off. Et à un tel point qu'à Brooklyn, ça commençait à faire 2 litres d'huile dans son slip, en espérant que The Rock allait apparaître. Et je connais un Géliel quelque part du côté de Lyon, dans une grotte, qui faisait exactement les mêmes 2 litres d'huile. Oh bah écoute, j'espère qu'il s'en est servi pour faire des frites parce que le rock n'est pas Et venu, hein. voilà, t'as l'antenne de catch-up auprès de Géliel que si jamais le Rock
vous avez une apparition qui explique Géliel quel est son booking pour les Survivor Series, vous verrez. Et maintenant, rétrospectivement, effectivement, c'est facile maintenant. Mais voilà, le Rock n'est pas Le venu. Rock n'est pas venu. Alors écoute, alors déjà, c'était complètement dégueulasse la vidéo d'introduction là où il mélange le Survivor Series avec la promo du film. Je ne comprenais rien. Tu sais, moi, j'adore les vidéos package qu'ils font au début pour le lancement du pay-per-view. Ça m'ambiance super bien, c'est toujours super bien produit. Mais alors là, on devenait schizophrène là, avec à la fois tu as des mélanges des images du film, ils essayent de lier les valeurs, enfin voilà, les Survivor Series, c'est quoi, il faut survivre. Ah bah dans le film avec The Rock aussi, il doit survivre pour sauver un œuf. D'ailleurs, il y a un œuf qui est volé pendant le pay-per-view. C'est l'œuf de Vince McMahon qui était aussi un autre fil rouge. Un œuf qui valait 100 millions de dollars. T'y crois ça, mon bon tonton, un œuf qui vaut 100 millions de dollars? Il doit être carré au moins cet œuf, j'espère. Bah ouais. Je sais pourquoi il vaut 100 millions de dollars parce que j'ai vu en l'occurrence le film. Donc, enfin, oui, c'est effectivement devenu le fil rouge. Ils vont en profiter aussi pour annoncer que le patron sera présent à Monday Night Raw le lendemain. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu Vince McMahon en direct à la télé. Tu l'as trouvé comment, Vince? Et je l'ai trouvé plutôt pas trop mal, plutôt assis dans sa chaise. Plutôt tranquille, hein, pas très speedé, toujours la voix est toujours là, toujours posée et tout ça. Mais je sais pas, j'ai du mal à, j'ai vu, je trouve qu'il n'y avait pas d'intérêt à ce truc-là et que c'était quelque chose de totalement promotionnel. Tu vois, les partenariats avec Netflix, avec la maison de prod de The Rock, enfin bref, tu vois, là on était dans un aspect purement business et je pense que le patron s'est déplacé uniquement pour ça et parce que ça rapportait du dollar. Là, on était là, il était là pour la thune, là, tu vois, là, et voilà, parce que l'histoire de l'œuf, c'était quand même assez rincé et c'est pas fini puisqu'on pourra en reparler après à Monday Night Raw. Ouais, donc l'œuf a été volé et l'enquête suivra donc dans le show. Exactement. De la thune. La thune, elle est tombée. Il n'y a plus de la thune là, à fond pendant cette bataille royale parce que c'était en hommage pour célébrer le 25e anniversaire donc des débuts du Rock, Survivor Series. Mais c'était également un partenariat avec Pizza Hut. Donc, la bouffe. La bouffe. Les Américains adorent la bouffe. Les Américains adorent la baston. Et donc les Américains adorent la baston avec de la bouffe. Et du coup, bah voilà, il y a de la bouffe partout. Il y a des pizzas sous le petit entron. Il y a des pizzas sur la rampe. Il y a des pizzas qui sont lancées dans le public. Il y a de la pizza tout autour du ring. La Battle Royale n'a aucun intérêt. On a un mélange de low-carder, de mid-carder et d'anciennes gloires, d'anciens champions du monde quand même. Hein, avec des mecs qui ont laissé leur cerveau au vestiaire, quoi, puisqu'ils ont leur t-shirt Raw, SmackDown, etc. Mais rien à foutre, tout le monde se bat entre eux. Il n'y a aucune alliance, les mecs ils se tabassent. Enfin, ça n'avait aucun sens. As-tu remarqué quand même Dolph Ziggler? Ah, quand même, oui, quand même. Le mec, il avait le t-shirt Raw et la casquette SmackDown. Ouais, énorme. J'ai dit, mais c'est lui, c'est Dolph. C'est le Dolph que je connais. Ah, mais ouais, moi, c'est le Dolphin qu'on aime, ça. Il est partout, il bouffe à tous les râteliers, et les opportunités, il les saisit. C'est clair. C'est un centriste. C'est un macroniste, Dolph Ziggler, en fait. Bon, le seul intérêt vraiment dans ce match, c'est Omos. Omos qui a... Est-ce que tu as le compte d'élimination de Omos? J'ai le compte des éliminations, j'ai le compte de tout. Alors tu vois, on va le faire comme ça va te simplifier la chose. On va pas donner le line-up des 25, mais ça va être facile. Non. Omos, il élimine Drew Gulak, Shelton Benjamin, Humberto, Otis. Il va un peu plus loin dans le match, il va éliminer Shanky, il va éliminer Robert Roode. Après, il va éliminer Commandant Aziz, qui était quand même l'autre behemoth du match. Et après, derrière, grosse série pour terminer le match, puisque Commandant Aziz de colère va éliminer AJ Styles pour laisser les mains libres définitivement au géant nigérian. Et alors là, c'est parti. Omos, il dégage Apollo Crews, Cesaro, Angelo Dawkins, Montez Ford, et il se retrouve en finale face à Ricky LaBelle que j'avais donné vainqueur. Et Papy en face avait donné Omos. T'avais donné vainqueur Ricochet aussi, toi? Ah, j'ai oublié de voter, j'ai oublié de pronostiquer. Ah, t'as oublié de pronostiquer ce match-là? Ah, mais j'aurais mis Omos. Ah, t'aurais mis Omos? D'accord. Ah bah oui. Voilà. Donc, moi, quand je vois Ricky en finale, t'imagines même pas comment j'étais heureux, mais comment Omos, il venait de défoncer tout le monde, si tu veux. J'avais aucun espoir. Et effectivement, Omos va éliminer Ricochet. Donc, si je dis pas de bêtises, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 éliminations de la part de Omos.
Oh là là, ouais. Que la WWE va sûrement arrondir à 15 ou 16. Ouais. Bon, en tout cas, il a éliminé la moitié du line-up du match, quoi. Ah oui. Bon, voilà. C'était notre bataille royale. Euh, Effectivement, il y avait des mecs. Alors, toi, alors, ils avaient tous des t-shirts bleus, rouges, c'était un peu le bordel. Je dis, bah, eux, ils ont les t-shirts, mais le Survivor Series d'avant, ils avaient pas les t-shirts, quoi. Ils avaient pas... Les mecs étaient censés représenter leur brand, ils avaient. Je crois qu'il y avait un ou deux mecs qui avaient des fois un petit brassard bleu ou une paire de chaussettes rouges. C'était ça, ouais. Ah, mais là, c'était hallucinant parce que dès que la bataille royale commence, les mecs se foutent sur la gueule à mort et ils se rendent même pas compte. Ah bah, mais on est des mecs de SmackDown, là, on est en train de se taper dessus. Ouais, il y a eu quelques passages, notamment avec Sami Zayn, qui essayait de créer des alliances avec Ouais, ouais. Cesaro. C'est Et le puis d'autres. seul, le seul. Le seul mec malin, mais les autres étaient pas plus malins que lui parce que ils se sont laissés euh, emportés par leurs sentiments leur ressentiment vis-à-vis de Sami Zayn, et au lieu de dire bah oui, on fait une alliance avec les gens de nos camarades de classe, eh ben non, on l'aime pas Sami Zayn, alors on l'attaque. Bah oui, bah résultat, pouf, éliminé. Et du coup, AJ Styles et Omos ont été un peu les ring généraux du match, hein, en fait. Ah Et ont oui. un peu géré la manœuvre, quoi. Et c'était. Ah, ouais, c'était pas mal, finalement. Omos, au moins, là, on l'a au moins complètement intégré dans sa fonction de géant qui détruit tout. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal foutu. C'est la première victoire significative, à part en mettant à part à la ceinture tag team. Mais pour moi, c'est la première vraie victoire significative individuelle de Omos depuis qu'il est dans le main roster. Ah oui, parce que là, il était vraiment au centre de toutes les attentions pendant 5 minutes, quoi. Donc, il Le était match, au à la loupe. final, le match aura duré 11 minutes. Bon, bah, voilà. Comme ça, c'est fait. Omos, oui, voilà, il était, c'était l'objectif de ce match, et objectif rempli. Et puis les pizzas Ouais. étaient tièdes, sûrement. Donc, Ouais, les pizzas devaient être absolument dégueulasses. ah, J'espère que puis ils ont personne. balancé dans la foule là, Ah à la là là. fin, là, les Street Profits, et genre, enfin, les Américains. Enfin, toi, là, t'es complètement idiot côté dans le public à ce moment-là. Donc, tu fais, ouais, moi aussi, je veux une part de pizza. Et tu te prends une vieille pizza toute tiède dans la tronche et t'es C'est content. clair. Tu m'étonnes, ouais. Non, mais dans ces cas-là, qu'ils aillent direct jusqu'au bout du truc, quoi. Qu'ils fassent un food challenge, quoi. On met, je sais pas moi, Ivar et Otis au milieu d'un ring avec 66 burgers. Et puis, allez-y, les gars, lancez-vous, quoi. Mais là, balancer de la bouffe dans le public, tout ça, bon, moi, c'est pas le genre de truc sur lequel je suis très client, de toute façon, les batailles de bouffe et tout. Donc cette histoire, c'était vraiment, encore une fois, on était dans un match de promotionnel absolu. Et Ah oui. il fallait faire voir le partenaire des Survivor Series, Pizza Hut. Mission accomplie également. Oui, un partenariat qui a bien fonctionné. En parlant de partenariat, direction la scène tag team. Allez, Puisque les RK allez. Bro de Ah Raw ouais, affrontent les Usos ouais. de SmackDown. Encore une belle affiche. Des affiches qu'on a vues et déjà vues dans plein de configurations. Ce soir, il n'y a pas énormément d'innovation hein, dans les Ah, ce, affrontements. ce Ouzo RK Bro, il est inédit quand même. Ah bon, ils sont jamais. Enfin, ils se sont rencontrés, ils se sont croisés des fois quand la Bloodline venait à Raw, etc. Mais Ouais. où les Usos sont à SmackDown, les RK Bro sont à Raw, et finalement ces deux teams-là, moi je suis même pas sûr qu'ils. Alors Ah. Randy Orton fatalement, lui, il Oui. a affronté Ouais. les Usos à un moment ou à un autre. Ah bah Mais oui, un si tu veux, 177e match, hein, d'ailleurs, tu en avais eh parlé la ouais, dernière fois, ouais, donc le ça y est, hein, c'est record, coché. ça y C'est est, coché. ça y est, c'est Le record coché, est tombé. ça c'est fait, check. Et par contre, écoute, à fact-checking peut catch-up, mais pour moi, c'est pas loin d'être la première fois qu'en fait les Usos et les RK Bro croisaient le fer entre les cordes. Oui, non, mais ce qui est tout à fait logique. Tu as raison, puisque ils étaient avant la division, enfin avant la draft. Ils étaient. Oh là, fact-checking. Allez, on envoie les fact-checkers Ils étaient à SmackDown, ils ont pas bougé les Usos. et les RK Bro non plus, du coup. Et les Donc, ouais, RK t'as Bro non raison. plus. D'accord. Les RK Bro non Mais plus. toi, Orton, c'est tellement un taulier. Il est tellement là depuis longtemps que t'as l'impression qu'à chaque fois qu'il a un match, il l'a déjà eu 20 fois avant. Ah ouais, non, non, mais c'est incroyable, hein, incroyable. Enfin, en Bon. tout cas, vraiment, c'était vraiment tout à l'honneur de Randy Orton, là, ce 177e match. Alors, il a eu une énorme pop du public, énorme hommage, hein. Tout le monde s'est levé et tout ça. Là, il y a eu un espèce de truc, là, je sais plus, c'est Michael Cole qui a annoncé ça un peu au micro. Et vraiment totalement mérité, quoi. Un des énormes workers du 21e siècle. Ah ouais, ouais, qui se retrouve presque une seconde jeunesse, hein, ou une troisième ou une quatrième jeunesse. Il y en a eu plusieurs des jeunesses, là, Randy Orton. Là, dans cette équipe avec Matt Riddle, il prend son pied. Et nous aussi, hein, dans ce match très solide, une fois de plus.
avec Riddle qui est un petit peu isolé là rapidement par les jumeaux diaboliques. Mais Riddle parvient après à sortir vivant de la tempête Samoan et de faire le tag avec la vipère sous les halls là, de la foule, comme tu l'as dit, hein. Randy Orton, 177e match en pay-per-view, monsieur dame, quand même, je sais pas, hein, comptez, hein, ça fait beaucoup. Ça fait un pay-per-view par mois à peu près. Voilà, le compte y est. Randy Orton, du coup, gars, qui déroule, hein. Qui déroule. Les Usos qui finissent par se reconcentrer là sur Riddle, hein, Riddle, voilà, qui est un petit peu celui qui se fait attaquer par les jumeaux. Mais l'ancien combattant de MMA parvient à se débarrasser de Jay. Mais Jimmy revient pour lui placer un super kick. Et alors que Jimmy grimpe sur les cordes pour placer son splash, il se bouffe un énorme RKO. Victoire de la team rouge. Randy Orton fait le tomber 1, 2, 3 pour son équipe. RK-Bro est vainqueur. Les Usos à la niche. Bah écoute, c'était super. Enfin, alors là, vraiment, là, tu vois, tout était réuni. Alors pareil, zéro build-up, hein. Là, c'était juste le plaisir, justement, de ce match un peu original. Et alors là, moi, j'ai kiffé. Franchement, du début à la fin, c'était super sympa. Super finish. Y a rien à en dire, quoi. Ils ont délivré la marchandise. 14 minutes 50 de match. Ouais. Super entente, toujours là, entre Riddle et Orton. Une connexion avec le public. Un public, justement, de Brooklyn qui est de toute façon on fire pendant ce match. Vraiment, ouais, là, belle réussite ce tag team match. Et moi j'avais mis les Usos vainqueurs, mais je pensais que vraiment le côté technique et l'expérience des Usos dans les tag team matchs allait faire la différence. Mais non, que nenni. Randy Orton, pour ce 177e match, il s'offre une victoire. Donc félicitations RK-Bro. Et voilà un beau match bien réussi sur lequel j'ai rien à redire. Ouais, Orton qui a eu quelques passages justement hein, pour se faire plaisir. Là, quoi, il a balancé les Usos l'un après l'autre sur la table, hein, qui les portait, il les sous-blessés, boum. Ça c'était sympa. Il y a eu quand même quelques belles séquences pour la Vipère. Et puis ce RKO out of nowhere comme d'habitude là pour la victoire dans un match très très solide. Et effectivement, voilà. Bravo monsieur Randy, félicitations pour ce 177e match en pay-per-view. Sachant qu'il va battre encore d'autres records à venir, quoi, parce que là, voilà, fatalement, là, à l'âge dans lequel il arrive, et avec la carrière qu'il est en train de monter, déjà, on ne sait pas jusqu'à combien il va monter ce fameux record de 177 matchs, parce que ça pourrait être impressionnant, et il faudra aller le chercher après là-haut, le Randy Orton. Hein. Oui, là, il est parti pour... rien ne va l'arrêter, là. Je sais pas, il a quel âge, là? Il doit avoir 40 ans, il doit avoir, à peu près? Il a 41 ans. Donc, écoute, je pense que moi, c'est déjà, tu vois, tu peux tabler sur une carrière à 200 matchs de pay-per-view, quoi. Ah oui, dans une shape incroyable, là. C'est le Tom Brady du catch, la WWE, là. Jamais s'arrêter, cet homme-là. À l'âge qu'il est, bon, il peut y avoir une blessure grave, il peut y avoir des événements qui font dans une carrière que... Mais déjà, si jamais il grimpe la note à 200 matchs de pay-per-view, ça sera totalement phénoménal. Ouais. Bah écoute, hein, c'est un enfant de la maison en plus. Donc, il a commencé jeune, hein, plus jeune champion du monde. Donc, une carrière Pur assez produit. incroyable. Pur produit ouais. WWE. Voilà. Bon, d'autres produits ou pas de la WWE, ce sont les femmes qui ont droit à leur Survivor Series Elimination Match. Team Raw versus Team SmackDown. Alors, à ma gauche, du côté du show rouge, Bianca Belair. Attends, oui, c'est ça. C'est ça. Bianca Belair, avec la draft, moi je suis perdu. Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella et la reine Zelina. Et du côté du show bleu, mesdames et messieurs, Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalia et Toni Storm. Si vous ne savez pas qui c'est normal. Personne ne sait qui c'est, mais c'est Toni Storm. Elle s'appelle Toni Storm. Ancienne championne NXT UK. Voilà, c'était la première championne NXT UK d'ailleurs, je crois. Ah, peut-être la première, ouais. Ouais, elle avait battu, je crois, Rhea Ripley, ou non, c'était la finale du tournoi. Bon, je ne sais plus, peu importe. Je crois que c'était, oui, la première championne. Bon, écoute, ce line-up, il y a du main eventer et il y a du jobber.
Donc c'était pas un line-up grandiose, mais voilà, les filles ont fait ce qu'elles ont pu, entre guillemets, entre les cordes pour ce match, qui était donc l'avant-dernier match de la soirée. On a une élimination d'ailleurs assez rapide, puisque Carmella, à un moment donné, elle veut me remettre son masque. Je sais pas ce qu'elle a foutu, Carmella, avec son histoire de masque là. Elle essaie de mettre son masque et elle l'a pas mis. Elle s'est fait avoir et du coup, elle est tombée dans un roll-up, je crois, de Tony Storm. Ouais, non, mais j'ai le même déroulé si tu veux, quoi, parce que ça va nous simplifier la vie, parce que Carmel, en fait, elle nous a fait une Kevin Owens, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'elle est partie au bout de 58 secondes, elle. Ouais. Mais elle était allée chercher son masque, puis elle Eh est ouais. revenue, et puis elle l'a pas mis, elle a galéré à le remettre, et puis elle s'est fait reloper par l'anglaise. Quelle Je crois qu'elle cruche, est celle-là. anglaise, Tony Storm. Elle est australienne. Australienne, oui, c'est l'autre Angleterre. Le royaume d'Angleterre s'étend à travers le monde, mon tonton. Dans l'océan Pacifique. Oui, c'est vrai qu'elle est australienne, elle a un accent, mais c'est pas comme si on l'entendait beaucoup non plus parler, hein, donc on a j'avais un petit peu oublié son accent. Ouais, ouais. Ça se chamaille entre Shotzi et Sasha Banks. Toi, les filles aussi, elles ont leurs problèmes, voilà, elles ont leurs problèmes de cohésion, on va dire. Baszler donc affronte Rhea Ripley entre les cordes. Voilà, on se met sur la tronche et ça se finit avec Sasha Banks et Bianca Belair qui se mettent à deux pour reprendre le contrôle de la situation. S'affrontent l'une avec l'autre et là on a une grosse pop des fans en Sasha Banks et Bianca Belair. C'est un peu le seul intérêt, on va dire, enfin le seul point d'excitation de ce match, Sasha Banks et Bianca Belair donc, qui se font face à face. Celle qui avait fait le premier main event de WrestleMania 37 et qui avait vu la victoire de Bianca Belair s'affrontent à nouveau ce soir. Bianca Belair est placée dans un back statement, mais elle parvient à s'en sortir avec un gros slam. Et le match continue. Zelina se retrouve propulsée sur Sasha Banks. On a une tentative de tomber. Baszler et Chosy qui refusent de faire le tag parce que les filles ne s'entendent pas. Du coup, c'est Tony Storm qui fait le tag pour éliminer Zelina. Pour éliminer Zelina, celle qui fait 2 éliminations pour Tony Storm. SmackDown se retrouve à 5 contre 3. Liv Morgan entre pour Raw et elle sort Tony Storm à son tour. Tony Storm qui se fait sortir bêtement après avoir fait les 2 grosses premières éliminations. Shayna Baszler après place le Kirifuda Clutch sur Liv Morgan. Mais Shotzi en profite pour faire un gros splash et Sasha Banks élimine Liv Morgan dans la foulée. Shayna Baszler ensuite qu'est-ce qu'elle fait à Rhea Ripley, je me souviens plus. Je crois elle se débarrasse de Ripley et c'est Bianca Belair qui élimine Rhea Ripley dans la foulée. Du coup, il ne reste plus qu'une personne. Parce que ces choses-ci, en fait, qui détournent l'attention de la replay, ça va permettre à Baszler de la cogner et de la sortir du match, quoi. C'est ça. En fait, il y a Et Bianca Belair, du coup, se retrouve en infériorité à 4 contre 1, quoi. Et ouais, exactement. Voilà, grosse. Voilà, très peu de cohésion dans l'équipe bleue finalement. Et alors là, il s'est passé un truc trop. C'est un peu étrange parce qu'il y a pas de cohésion dans l'équipe bleue, mais pourtant elle se retrouve à 4 contre 1 au final du match, quoi. Et c'est un peu le paradoxe de ce combat d'ailleurs. Ouais, c'est assez bizarre d'ailleurs. Enfin, est-ce que c'est là qu'il y a eu le tag Ouais, non, c'est un peu plus tôt, je crois qu'il y a eu le tag où les filles sont restées à dormir pendant 5 minutes. Et oui, parce que Tony Storm n'était pas encore éliminé. Et elles ont resté 5 minutes à dormir. Et puis ça devait être Sasha Banks qui devait être en galère. Et en fait, elles ont commencé à se relever, tu sais, près du turnbuckle. Mais en fait, elles se sont relevées trop tôt. Du coup, elles sont recouchées
au pied du ring pour Ouais. que Sasha Banks arrive au poteau et se retrouve toute seule à pas pouvoir taguer. Enfin, il y avait un gros souci là de coordination entre toutes les filles. C'était assez navrant. Et d'ailleurs, Sasha Banks qui va se faire éliminer une fois de plus parce que par un décompte à l'extérieur, puisque Shotzi, ses copines l'empêchent tout simplement de retourner sur le ring. Ah, tonton, va falloir m'expliquer. Là. Bah, t'expliquer quoi? T'expliquer que ça va pas du tout. Mais non, mais attends, ça va tellement pas du tout que genre, Ah, elle lui écoute, empêche d'emporter sur le ring, quoi. vraiment, le déroulé du match est vraiment bizarre parce que avec toute cette mésentente, enfin c'est plus que cette mésentente entre Sasha Banks et Shotzi, ça crée effectivement une espèce de bordel permanent dans l'équipe bleue. Mais pourtant, au fur et à mesure du match, ben, elle les élimine toutes les unes après les autres. Alors certainement par aveu de faiblesse du côté de la Team Raw parce que Carmella et Zelina, de toute façon, ça fait pas rêver. Moi, j'ai été assez étonné de la disparition de Rhea Ripley en fait à la mi-match, quoi, parce que le match Ouais. dure 24 minutes. Et Rhea Ripley se fait sortir à la 17e. Et moi, je t'avoue que ça m'a vraiment étonné, quoi. Tu vois, peut-être un 3 contre 2 pour finir, un truc comme ça, un Rhea Ripley et Bianca. J'ai pas vraiment compris, mais une fois qu'après Sasha Banks est compté et qu'on se retrouve avec ce 4 contre 1, il y a quand même encore Natalia, par exemple, qui est là, quoi, tu vois. Et quand elle se retrouve à 3 contre 1, il y a encore Natalia qui est là. Tu te dis, c'est dingue, quoi. Natalia, au bout de 21 minutes, elle est encore là. Ah bah, Et après, c'est là que là, Bianca Belair va commencer à faire parler son athléticisme, comme ah dirait bah Corey Graves. complètement son athlétisme, comme tu dis. Puisque donc après l'élimination par des comptes à l'extérieur de Sasha Banks, c'est Natalia qui se fait sortir par un roll-up après avoir tenté de placer son sharpshooter sur l'ancienne championne Bianca Belair. Il ne reste donc plus que... nous sommes donc à 2 contre 1, pardon. Bianca Belair qui est donc en feu et qui va finir par éliminer Shayna Baszler. Je ne sais plus comment, mais elle l'élimine. Avec le glam, ça, enfin le KOD. Un KOD, voilà, boum, son finisher. Et enfin, un autre KOD sur Shotzi Blackheart pour la victoire. La victoire de Bianca Belair qui a gagné le match un peu toute seule, il faut le dire. Et Ah, donc, bah, clairement. qui termine l'année comme elle l'a commencé, tout simplement. Clairement, effectivement, Bianca Belair, on fire. Elle termine l'année de manière incroyable. Le dernier pay-per-view de l'année 2021. Et ben, elle le termine en beauté. Solo Survivor, 4 contre 1. Elle a démoli tout le monde. J'ai eu la sensation que ce match servait surtout à pusher deux personnes en particulier. C'était Shotzi et Bianca finalement. Parce que Shotzi, là, ils ont l'air d'avoir un projet dans le monde merveilleux du show bleu avec elle. Donc ils avaient décidé là, de la pusher fort dans le cadre de ce match-là. Et puis Bianca Belair, bah écoute, je crois qu'elle est en train de s'affirmer comme la number one 2021 hein, là. Hein. On va en reparler à nos awards là, mais là Bianca Belair, elle a frappé très très fort cette année quoi. Le titre, le Rumble, le Solo Survivor. Enfin bref, là c'est assez incroyable cette année de Bianca Belair. Et juste pour finir sur le match en lui-même, bah c'était pas mal. Peut-être que cette surprise finalement qu'elle se retrouve à 4 contre 1 comme ça, Bianca, ça avait un côté un peu original aussi quelque part. Moi, j'ai été aussi surpris de la disparition de Liv Morgan. Liv Morgan qui est tellement aimée en ce moment, tellement tout le monde aimerait tellement l'avoir si haut. Bah, Liv Morgan, au final, hein, elle est à sa place dans le match. Elle se fait sortir en mid-card au bout de 15 minutes. Voilà. Et c'était pas mal. Ça m'a peut-être un peu moins emballé que les hommes. Au niveau in-ring, peut-être, certainement. Mais parce qu'il y avait quand même un line-up assez inégal là, en fait, dans ce match. Ouais. Et du coup, voilà ce que je peux en dire. Félicitations vraiment à Bianca Belair qui fait une année 2021 remarquable et remarquée. Ouais. Moi, il m'a donné fait quand même un peu la même impression que le match des mecs. Tu vois, dans ce côté un peu déséquilibré, il y a quand même un petit peu moins de superstars, de main eventers, donc je le mettrai encore un petit cran en dessous de celui des gars. Mais entre les décomptes à l'extérieur, les mecs les superstars qui sont éliminés ou qui sortent d'eux-mêmes dès le début, je trouvais que la balance était un petit peu étrange. Et c'est vrai que, alors, super pour Bianca Belair, all-in sur elle, et elle le mérite, et c'était super d'avoir ce 3v1, mais en fait, le problème, c'est que les trois en face, toi, Natalia, Shayna Baszler et Shotzi, Enfin, l'ambiance était retombée un peu à Brooklyn, toi. C'était pas, il y avait pas, ça manquait un petit peu
de feu d'artifice cette fin en fait. Elle les a éliminés, mais c'était pas en face, c'était pas c'était pas le feu quoi, toi. Et Ouais, après, moi, je termine, c'est un peu d'amertume parce que moi, j'avais donné Sacha, par exemple, comme solo survivor. Et moi, j'aurais bien aimé terminer avec un 2 contre 2, Bianca Rhea face à Sacha et Shayna, quoi, tu vois. Parce que ça aurait été beau. pendant la review de SmackDown, je reviens dessus, mais j'avais expliqué que moi, j'aurais aimé que ce match-là allait servir justement à Shayna Baszler pour un peu la propulser. Et en fait, c'est Shotzi qui a eu droit à ce rôle-là, quoi. Tu vois, l'underdog, on s'est pas servi de la puissance destructrice de Shayna Baszler, mais on a décidé de mettre en avant l'underdog Shotzi, quoi. Et la rookie, finalement. Donc voilà, c'était un choix de booking, que ça plaise ou pas, mais c'était comme ça. Ouais, effectivement, je vois pas trop. Effectivement, moi je suis pas convaincu, toi, par Shoji comme choix de l'avoir choisi pour être la dernière membre de son équipe. Mais moi, Euh, moi j'aime plutôt bien Shotzi, mais pour moi, elle a de c'était pas le l'énergie, match. mais Ouais, mais c'était pas le match où c'était elle qu'il fallait mettre en avant pour moi. pouvais la Enfin faire voilà, briller pendant le match. T'es pas obligé ouais. d'attendre la fin, toi, pour dire ah regardez, en fait c'est Shoji, vous vous souvenez d'elle, elle est cool. Regardez, c'est elle qui il reste plus qu'elle. Ils auraient pu lui donner quelques minutes de gloire pendant le match, et puis après elle se faisait éliminer. Et voilà, les gens se seraient souvenus d'elle, pas parce que c'est la dernière à se faire éliminer, mais parce que, je sais pas, elle a brillé à un moment donné pendant le match. C'est Ouais, et puis bizarrement construit, quoi. C'est bizarre de pas profiter d'avoir des superstars pour faire monter la sauce jusqu'à la fin, toi. je trouve que c'est pas très sympatoche de larguer comme ça Rhea Ripley à la 17e minute de match. Eu égard au fait qu'elle est quand même championne tag team, tu vois, en titre, et que c'était pas fou qu'elle termine dans les deux dernières de son équipe avec Bianca et pour affronter un autre duo en face à SmackDown. Il y avait Ouais, ouais. vraiment, tu vois, pour la garder un peu forte et tout, quoi. Voilà, elle est arrivée avec la ceinture autour des hanches, merde. Donc vraiment désagréablement surpris encore une fois sur ce truc avec Rhea. Là, j'ai pas. Moi, j'ai vraiment ce match féminin, je l'avais imaginé autrement. Il s'est passé comme ils l'ont choisi. Et puis, bah écoute, voilà, au final, on a quand même un beau vainqueur avec Bianca Belair, mais ça laisse un espèce de petit goût dans la bouche. Ouais, oui. Un petit goût dans la bouche, un petit goût de pizza. Ouais, Allez, un petit coup. on arrive à notre main event Allez, masculin. Eh oui, masculin, non déplaise à tonton. C'est bien Roman Reigns et Biggie qui vont clôturer le show dans cet incroyable affrontement entre l'ancien, enfin non, l'ancien, il est toujours membre du New Day, oui, voilà. ouais. Oui, non, peut-être. L'ancien futur ex-membre du New Day et la tête de la table. Biggie qui commence fort et rapide, mais Roman Reigns va rapidement ralentir le rythme. Euh, Trash talk sur les fans de Brooklyn. Au passage, il en place une ou deux pour les fans. Le champion W2 qui lutte fort face au chef tribal et qui place un gros splash là avant de tenter le big ending, mais Roman Reigns s'échappe et il se fait attraper par Biggie qui l'étire dans tous les sens. Roman Reigns manque un Superman Punch, mais il ne peut pas éviter, Biggie n'arrive pas à éviter l'Uranage de Roman Reigns pour le compte de 2. Le Superman passe, et puis un autre. Biggie il est complètement sonné. Ça se retrouve un petit peu à l'extérieur. Gros spear sur Biggie. Et après ça se retrouve. Et qui est évité, pardon, je crois. Oui, oui, c'est ça. Le spear est armé, mais Biggie le contre. Mais le spear passe cette fois-ci juste après pour un très 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 gros near fall. Roman Reigns qui n'était pas content, il lui dit t'as rien à faire là avec moi, il place sa guillotine, mais Biggie fait parler sa puissance et il place son big ending. Roman Reigns est obligé d'attraper les cordes pour casser le tombé. Reigns place un Superman Punch depuis les escaliers de fer, un autre spear est placé pour la victoire.
de Roman Reigns. Il va remonter Biggie en fait sur le ring après le remonte, Superman Punch sur les marches et il va contrer une tentative de big ending, le dernier sursaut de Biggie quoi, et finalement le spear pour démolir définitivement le powerlifter. Le powerlifter qui est, voilà, 1, 2, 3, tombé au milieu du ring, propre, clean, victoire de la tête de la table. Dans un gros match, est-ce qu'il pouvait y avoir une autre issue à ce match? Est-ce qu'il y aurait dû avoir une autre issue à ce match? Le peuple a le droit de savoir. À la barre, j'appelle Tonton. Eh bien, écoute, je pense qu'il y a pas mal de gens qui devaient être déçus parce que qu'espéraient certainement la victoire de Biggie. Moi, j'avais annoncé Roman Reigns et finalement, ça s'est passé un peu sans surprise et c'est presque un peu à mon dépit parce que pourquoi pas que Biggie le gagne ce match. Moi, ça m'aurait pas déplu, quoi. Ça aurait pu être sympa et effectivement renforcer encore un peu plus le Biggie dans son rôle de champion à Raw. Mais c'est tellement compliqué avec Roman Reigns qui roule tellement sur tout le monde et qu'ils ont absolument pas l'intention pour l'instant que ça se passe autrement. Le match était solide à 22 minutes. Alors au moment où ce main event démarre, Raw est en train de rouler sur SmackDown quand même, parce qu'on l'a pas dit, mais à ce moment-là, il y a 5 victoires à 1 pour Raw, quoi. Donc peut-être dans un autre scénario, effectivement, Biggie, mais là j'ai eu l'impression que SmackDown quand même fallait qu'il termine le show, termine le pay-per-view avec la tête de la table, quoi. Et ça m'a donné un peu cette sensation. Le match était solide, c'était sympa. Franchement, ils se sont vraiment envoyés et ça là-dessus, il y a pas de problème. Ça manquait un peu de folie, quoi. J'ai pas senti pareil un public complètement à fond et maintenant, on s'est tellement habitué en fait aux victoires systématiques de Roman là, qui vient de passer les 450 jours de règne que du coup finalement tout ça c'est un peu business as usual, tu vois. Et ça manquait un peu de sel encore cette affaire, quoi. C'était pas terrible. Et puis la place dans la carte. Je rejoins Papy. J'essaye de retrouver Papy ce que t'avais écrit. Mais pourquoi finalement ne pas avoir mis les femmes dans ce main event? Peut-être qu'on aurait pu faire un autre ordre de la carte. C'était peut-être dispensable, quitte à faire gagner Roman Reigns, de finir par Roman Reigns et Biggie. Bon, peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire. Mais écoute, en tout cas, le match en lui-même, il n'y a pas de problème. Les mecs ont envoyé la marchandise. Maintenant, je suis curieux de voir la suite, c'est-à-dire comment Biggie, par exemple, va se relever de cette défaite à Survivor Series et comment il va relancer tout ça à Monday Night Raw. Finalement, c'est la suite qui m'intéresse plus que le résultat proprement dit de ce match qu'on aura très vite oublié. En tout cas, il fera pas partie de mes awards des meilleurs matchs de l'année 2021, mon bon patron. Ouais, est-ce que quelqu'un s'est déjà relevé du spear parce qu'il y a quand même Biggie, c'est quand même relevé d'un spear de Roman Reigns. À part Brock Lesnar, Ouais, Brock Lesnar, ouais, je sais pas. Fact-checking, peuple de catch-up dans ces cas-là. Ouais. C'est le truc qui m'a fait un peu sursauter. J'ai dit, Biggie qui se relève d'un spear comme ça en plein milieu du ring avant le compte de 3, c'est quand même à noter. Mais ouais, la machine Roman Reigns, elle est lancée, elle est pas prête de s'arrêter. Et quand elle s'arrêtera, on en entendra parler. Ce sera pas dans un pauvre match, excusez-moi, un pauvre match. Je dis pauvre match. Dans le sens où c'est un match, c'était une obligation vis-à-vis du concept des Survivor Series, même si c'est éculé et que on fait le décompte des victoires là, mais au final, on y apporte plus d'intérêt que les commentaires, les commentateurs. Oui. Au final, on était loin de la grande époque où il y avait les petits bandeaux avec les numéros et puis attention, là ils sont en 5-3, 2-15. Oh là là, attention, qui va gagner la guerre. Là, c'est plus limite une épine dans le pied qu'autre chose. C'est même à se demander si ce main event et d'autres matchs ne montrent pas justement qu'il est grand temps de laisser tomber ce concept-là ou de le repenser. Le redéfinir, le redéfinir. Voilà. Quand tu vois que le fil rouge, au final, c'était plutôt tout ce qui se passait avec Vince McMahon, que même la tête de la table a le droit à son segment. La tête de la table a le droit à son segment avec le patron. D'ailleurs, ça m'a fait marrer quand Roman Reigns lui dit que l'autre, il lui dit que ça vaut 100 millions de dollars. Et il lui dit, ça va un peu moins que mon futur contrat, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils se sont croisés, c'était bien ça aussi. Ouais. Du coup, bon, écoute. Ouais, effectivement, peut-être que le concept des Survivor Series, il commence à être un peu dépassé et qu'il faut le revoir sous une autre forme. Et pourquoi pas. Moi, je serais pas contre ça. Je serais pas contre cette reforme. Après, ça reste un pay-per-view quand même historique, un pay-per-view attendu, en général, qui est de bonne qualité. Là, on va en parler dans le top flop note, mais
ouais, il y a pas mal de choses à revoir quand même, quoi. En tout cas, c'était un main event quand même solide et enfin voilà, j'ai trouvé que. Alors c'est dommage. En fait, Biggie, le problème, si le problème de Biggie était seulement dans cette défaite de ce soir, j'ai bah tant pis, voilà, c'est un pay-per-view, c'est Survivor Series face à Roman Reigns, que veux-tu faire? Que veux-tu faire, mon bon tonton? Tu peux rien faire face à Roman Reigns. Ouais. Mais le problème, il est pas là, il est pas au Survivor Series pour Biggie, il va être, quand il retourne à la maison, il faut qu'il reprenne des victoires, il faut qu'il soit plus. Qui embrasse complètement le fait d'être champion, toi, et parce qu'il peut avoir de la pop, notre Biggie, mais s'il veut gagner des matchs, il faut qu'il. C'était pas ce soir qu'il pouvait gagner un match. Qu'il faut qu'il gagne un match, il faut qu'il gagne des matchs, les autres matchs qu'il a tout au long, voilà, depuis qu'il est champion. Et on sait que c'est un petit peu compliqué pour lui. Là, il faut qu'on le relance complètement et qu'on assume complètement que Biggie est champion et qu'il est au top du show et qu'il ait des grosses rivalités et des gros matchs de pay-per-view avec des grosses victoires. Là, Biggie, il est dans une situation très compliquée hein, pour lui, je trouve, et pas facile, hein, forcément, de se retrouver face à Roman Reigns à Survivor Series, alors que ça fait 2 ou 3 mois là, que t'es champion et qu'à chaque fois t'étais un peu mis de côté, ou limite t'as pas eu de match parce que t'étais dans des matchs par équipe, ou il a eu beaucoup de défaites quand même finalement, Biggie, depuis qu'il est champion. Voilà, il faut mettre le turbo jusqu'au Rumble, là, il faut y aller, là, jusqu'au Day One, là. Il faudrait qu'il nous construise un gros match, là, pour Day One, avec Biggie, bah, Seth Rollins, en l'occurrence. Seth Rollins, Biggie, là, voilà. Là, il est là, le gros match pour Biggie. Après Biggie, moi je veux pas lui en poser trop sur les épaules parce que de toute façon là, dans le cadre de ce pay-per-view, c'est quand même un contexte particulier et c'est un match champion versus champion et il rencontre actuellement le top guy de la compagnie quoi. C'est un petit peu comme si t'affrontais Cena en 2007 ou en 2008. Tu vois, enfin c'est pas possible quoi. Là en ce moment l'autre il surfe sur une telle vague que il est 10 mètres au-dessus de tout le monde quoi. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que je vais pas trop charger Biggie sur cette affaire-là parce que moi-même, je n'imaginais pas de toute façon sa victoire. Donc, si tu veux, je vais pas commencer à dire oh là là, Biggie, etc. Non, je pense qu'il s'est passé la logique. Mais je comprends par contre la déception des gens qui auraient voulu voir Biggie gagner. Ouais, bah, le problème, c'est pas que Biggie gagne, c'est que Roman Reigns perde. Et là, c'est pas compatible. Et ça, c'est pas compatible à l'heure actuelle à la WWE. Bon, allez, c'est l'heure du mot de la fin, mon bon tonton. Oui. Survivor Series, ton top, ton flop et ta note. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as détesté? Et sanctionne-nous cet épisode d'une note sur 5, s'il te plaît. Alors écoute, le flop, soit je fais un truc très très ciblé, soit j'aurais pu faire un truc très large, mais du coup je vais me servir de ça pour la note. Donc je vais du coup donner un flop très ciblé, je vais le donner au départ, au bout de 55 secondes de Kevin Owens. Qui aura vraiment été pour moi, alors là, pendant le pay-per-view, vraiment un truc, mais anticlimatique à souhait. Même si malgré tout, d'ailleurs, j'étais climatisé dans mon fauteuil devant ça, quoi, parce que vraiment, alors là, une déception énorme. J'attendais un super truc du Québécois, une super performance. Vraiment, je voulais qu'il se place là en espèce de menace monumentale là pour la suite. Et qui nous sortent un Survivor Series d'anthologie et j'ai le droit à 55 secondes. Donc tu imagines ma déception, on en a parlé déjà tout à l'heure. Là pour moi ça a été ça a abattu totalement mon Elimination Survivor Series traditionnel match. Donc non, ouais, vraiment, je l'ai. En travers de la gorge, ce départ de KO. Il lui reste un mois de contrat à la WWE. Je suis curieux de voir comment la WWE va justement le booker, notre Québécois. Mais vraiment, grosse déception. Mon top, écoute... J'hésite. Et bah, je vais le mettre... Voilà, on finit le pay-per-view par un bon main event. Truc vraiment sympa et tout ça, mais mon top, j'ai quand même envie de le donner aux femmes et je vais le donner à l'opener et je vais le donner à Becky Lynch et à Charlotte Flair. J'ai vraiment énormément aimé ce match. J'étais debout, j'étais chaud du début à la fin. Pourtant, on les connaît bien, hein. On les suit depuis des années, on les a reviewés, on ne sait combien de fois Becky Lynch et Charlotte Flair. Mais franchement, elles envoient du bois et c'est un régal de voir du catch féminin comme ça. Je le répète souvent, hein, mais moi qui suis le catch depuis tellement d'années,
Si on m'avait dit en 1986 que le catch féminin en 2021, ça serait ça, bah, j'y aurais pas cru. Quand on voit ce qu'était le catch à l'époque. Donc au fur et à mesure des décennies, les femmes ne font que m'emballer au fur et à mesure des décennies et c'est génialissime. Et c'était un très grand opener, un match de 20 minutes, vraiment un très grand opener entre Becky Lynch et Charlotte Flair. Et félicitations aux deux vraiment grandes superstars du 21e siècle là, que sont Becky et Charlotte. Donc voilà. Et ma note, eh ben, écoute, c'était pas un pay-per-view fantastique. C'est pas le pay-per-view qui m'aura fait le plus décoller de l'année, loin de là. Pour moi, c'est à peu près dans la moyenne. Le build-up a été catastrophique. Écoute, je ne vais pas mâcher mes mots. Pour moi, le mois de novembre qui vient de passer a été le plus mauvais pour moi, en tout cas me concernant, le plus mauvais de l'année pour la WWE. Vraiment, moi qui regarde à côté de ça la All Elite Wrestling, pour moi, je me suis beaucoup plus éclaté durant le mois de novembre à la All Elite Wrestling que la WWE. Le build-up pour moi depuis Crown Jewel des Survivor Series a été catastrophique. C'est pour ça aussi qu'on se plaint du pay-per-view, du fait qu'il y a peut-être à recycler la recette du Survivor Series, mais aussi ça souffre certainement d'un build-up catastrophique pour moi. Ce mois aura été catastrophique. Ce mois aura été même le mois de la honte. Parce que envoyer du build-up des Survivor Series sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, pour dire il va y avoir tel line-up, tel match, etc., j'ai trouvé que c'était scandaleux de la part de la WWE de faire ça. Vraiment, j'ai absolument pas apprécié ça. Et du coup, le rendu final est pas fameux. Donc moi je vais lui donner un 2,75 à ce Survivor Series et j'aurais kiffé beaucoup d'autres pay-per-view cette année à la WWE, mais ce Survivor Series restera pour moi dans la moyenne plus, quoi, on va dire. Et juste pour finir, je termine là-dessus, je te donne le Survivor Series, l'avis de notre papy très 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 vite. Pour lui, il nous dit globalement dans la moyenne des pay-per-view de l'année, plutôt en dessous de ce qui se fait depuis le retour du public. Ah, tu vois, j'avais pas pensé à cette sphère de retour du public. La faute à un manque d'originalité rendant certaines choses totalement prévisibles, notamment dans le déroulé des Survivor Series matchs, par exemple l'auto-élimination de McIntyre et Lashley et la répétition avec Sasha. Un rythme saccagé par les pubs pour le film du Rock, qui ont sorti le public régulièrement des matchs et tous n'ont pas réussi à le récupérer. Le flop pour lui, c'est le Survivor Series féminin, pas tant par la performance des femmes, mais tout aura été fait pour désintéresser le public. Line-up moyen, élimination des rares têtes d'affiche en premier hors Bianca, placement avant un main event dans lequel le public attend le Rock, donc quasi impossible de les intéresser. C'est vrai qu'il a pas tort. Les chants Rocky, on n'en a pas parlé. Les chants Rocky, les mêmes chants CM Punk pendant le Survivor Series féminin. Donc Ola, chant Rocky, chant CM Punk, heureusement vite touché par le reste du public. Merci le reste du public. Merci. Enfin, son top. C'est le match entre les champions tag team. Très bon niveau, capable d'intéresser le public. Les gars ont fait du bon taf. Mention pour l'opener. Homos en force de destruction massive et le vieux Hardy et Sheamus qui rattrapent un Survivor Series masculin bien mal embarqué après les auto-éliminations des gros. Sa note finale, c'est un 3,25. C'est quand même une belle note. Belle note, oui. Aucun match horrible, pas de Goldberg et Nakamura en pré-show, donc ça aide. Big up Nakamura si tu nous écoutes. Mais rien de mémorable non plus. Comme je l'ai dit ailleurs, le show souffre de l'effet Reigns qui prend toute l'exposition sans pour autant aller dans l'originalité ou l'extraordinaire. Voilà, c'était du solide, mais c'était pas du foufou. C'était l'avis de Papy, mon bon patron. Ça y est, ton top flop note est sur la table. Alors, mon flop, qui est aussi ma flop du coup, je vais donner au déroulé des matchs des filles. Et en particulier à ce final là où effectivement Bianca Belair s'est retrouvée à 1 contre 3 en ayant en plus au passage perdu Rhea Ripley dans l'équation. C'était vraiment, moi c'est retombé d'un coup comme le public, ça s'est terminé dans un silence un petit peu mortifère là. Heureusement que Bianca Belair était là et que sur la fin la pop est revenue parce que tout le monde aime Bianca Belair, donc la victoire de Bianca Belair elle est belle, elle est forte et que ça se termine sur une belle image. Et d'ailleurs, ça va être ça mon top. Allez, parce que j'ai pas énormément de top, un top particulier, mais je vais le donner à Bianca Belair, toi. Donc mon flop et mon top pour le même match à Bianca Belair, qui termine l'année comme elle l'a commencé. Quelle année! Mais quelle année! Et on pourra pas reprocher à WWE de pas vouloir créer une nouvelle superstar. Bon, en l'occurrence, il y en a qu'une, mais c'est celle-ci, c'est Bianca Belair. Et ma note, je vais donner un 3 à ce Survivor Series. On touche le bout du truc et autant, effectivement, je me demande s'il ne faut pas revoir, peut-être réfléchir au concept ou la manière de
Ouais, au concept de Survivor Series, autant je suis extrêmement d'accord avec toi sur la piètre, voire la qualité nullissime, aberrantissime du build-up qui n'a pas du tout aidé. Et je pense que c'est avant tout ça qu'il faut corriger en fait. Avant même de penser Ouais. à qu'est-ce qu'on fait des Survivor Series, c'est qu'est-ce qu'on fait des 4 semaines avant les Survivor Series. Surtout si vous êtes nouveau, peuple de catch-up parmi nous, c'est en plus absolument pas du WWE bashing de ma part, hein, parce que je suis un fan hardcore presque, j'ai envie de dire, de la WWE. Et donc quand je dis que le mois de novembre a été catastrophique, je peux vous dire que sur le reste de l'année, j'ai trouvé plein de trucs génialissimes à la WWE. Et donc là, je suis particulièrement dépité par ce mois de novembre que j'aurais trouvé totalement catastrophique. Et vraiment, donc c'est pour ça que je me permets de le dire assez facilement, finalement. Eh oui, bon bah écoute, ils ont un an pour se rattraper. Mais oui, mais oui, mais oui. Ils ont Même un un an pour mois, même un mois. On va voir un peu ce qui va se passer Day One. C'est bien Day One, c'est de l'originalité ça. On va voir un peu ce qui va se passer là, durant ce mois de décembre. Et on rentre dans la saison de WrestleMania, hein, mine de rien là. Oui, et oui. Day One, d'accord, mais derrière c'est le Rumble, mon beau monsieur. Eh oui, ça y est, hein, c'est parti là. Donc ça y est, les choses sérieuses commencent. Bon, c'est très simple, hein. Catch Up, votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE pour Ta nous note, retrouver. ta note, tu m'as dit quoi ta note? Attends, Ouais, excuse-moi. j'ai donné 3. Ah, t'as donné 3, oui, 3. Ouais, sanctionné d'un bon 3. Catch Up, on est sur toutes les plateformes de podcast. On est sur Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts et PodCloud. On est également sur YouTube pour la version en vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre top, votre flop et votre note pour ce pay-per-view Survivor Series 2021. Les réseaux sociaux, c'est là où le booking de la WWE se déroule. Mais nous aussi, on y est. C'est Catch Up CDC, Twitter, Facebook et Instagram. Et enfin, le lien vers notre serveur Discord est dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je te remercie, tonton, pour ta présence, tes chiffres, ton analyse et ta bonne humeur. C'est moi qui te remercie, mon bon patron, tag team partner et host de Quality. Qualité certified. C'est pas la Dutch qualité, c'est qualitat, c'est la catch-up qualitat. Et écoute, c'était un plaisir. Voilà, rendez-vous pour le Survivor Series 2022. Ouais, oui, mais oui, on y croit, on y croit. Allez, à très bientôt là pour l'analyse de Monday Night Raw. Qui a volé l'orange du marchand? Qui a volé l'œuf de Vince McMahon? Vous aurez la réponse dans Monday Night Raw. L'enquête est en cours. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut patron, salut peuple de catch. Qui a volé l'œuf de Vince McMahon? J'étais sûr que tu la ferais.